Bonsoir à tous, bienvenue sur Daywitch. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Nicolas Rétif de la Bretonne que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture d'un ouvrage qui s'intitule La paysanne pervertie ou les dangers de la ville. Donc quittant sa campagne, sa Bretagne profonde, cette chère Ursule se retrouve en pleine ville à Paris où elle va en boîte. Non. Mais en tout cas, elle se fait courtiser par tout un tas de jeunes gens. Elle rapporte donc tous ses billets doux à sa sœur par correspondance. Et sa sœur lui donne son point de vue sur la chose, puis finalement s'en vient à raconter ce qui se passe dans la campagne quittée par Ursule. Je mets la charrue devant les bœufs, comme on dit ici, car à présent je vais vous parler de choses précédentes à tout ça. Et d'abord je commence par l'arrivée d'Edmond, qui a été moins triste que celle de l'autre voyage ici, car on était tout occupé de moi et de mon fils. Le 1er février, je me sentis arrivée à l'heure de Dieu. Aussitôt, tout fut ici en l'air. Mon pauvre mari allait, venait, agissait, et pourtant ne me quittait quasi pas des yeux. Notre bonne mère descendit chez nous dès le premier mot qu'elle en entendit et m'encouragea par des paroles de douceur et par l'espérance d'un fils en citant par exemple et me parlant de sa fermeté courageuse en ces occasions. Je ne ferai pas à une fille d'autres détails. Enfin, mon fils a vu le jour. Tout aussitôt, notre bonne mère l'a dit à son fils par ces paroles. « Pierre, c'est le nom de votre père qui va être porté. » Et dès que ce mot a été dit, mon mari est venu m'embrasser encore toute comme j'étais, et puis il a couru à son père qui était sur le perron, et il a pris la main de son père, qu'il a portée à sa bouche en lui disant « Mon père, c'est votre nom qui va être porté. » Mon digne père, je n'ai pas encore touché l'enfant. Il doit passer des mains de sa mère aux vôtres, afin que je le reçoive de Dieu et de vous. « Non, mon fils, » a dit le bon vieillard en descendant, appuyé sur son fils. « Non, c'est de toi que je dois le recevoir, puisque c'est par toi que Dieu me l'envoie. » Et mon mari a couru chez nous, où il a trouvé mon fils dans mes bras, et il me l'a pris en me disant « Je vais l'offrir à mon père pour qu'il l'offre à Dieu. » Et je lui ai tendu l'enfant, qu'il a porté nu sur ses bras. Et il l'a présenté à son père, qui entrait en lui disant avec plus de hardiesse que jamais il n'en avait eu avec un tel père. Mon père, voilà mon fils qui entre dans le monde, bénissez-le, et moi aussi, car c'est en ce moment que je vous tends ce que j'ai reçu de vous et à mon pays. Je te bénis, mon fils aîné, a répondu le vieillard, et que ma bénédiction d'abondance de cœur passe par toi sur mon petit-fils, dont je rends grâce à l'Éternel et qui me fait renaître une seconde fois. Mon Dieu, bénissez mes enfants et recevez l'hommage de celui-ci. Et se tournant vers moi, voilà comme votre mari fut offert à mon père, mais quand Edmond vint, il n'y était plus. Et les larmes ont roulé dans les yeux du vénérable vieillard qui a dit « Mes enfants, depuis que j'existe, j'ai toujours tempéré le feu de la joie, comme celle que j'éprouve en cet instant par l'eau de la tristesse, afin que mon cœur ne s'élançât pas dans les transports trop vifs et hors des bornes de la raison. » Et depuis que j'ai perdu mon honorable père il y a 25 ans, son cher et pitoyable souvenir a toujours été mêlé à toutes mes joies dont je lui ai fait libation comme les anciens à Dieu du vin de leur repas. Mes chers enfants, voilà comme tous nous sommes venus au monde, nus, sans appui, sans secours, poussant le cri de la douleur, et voyez par cet exemple, comme chacun de vous a été tendrement reçu par père et par mère, et que la digne Fanchon, ma bru, et votre sœur vous représente au naturel les affections qu'eut Barbe de Berthaud, et que la joie de mon fils Pierre nous représente la mienne, et ce que je dis, je le fais moi-même. C'est pourquoi en ce moment, mon cœur, tout ouvert par la joie, n'en reçoit que plus avidement le cher et précieux souvenir de mes honorables pères et mères, que Dieu a dans son sein. Ensuite, il ajouta « Edmond peut venir à cette heureuse naissance, et peut-être ne le pourra-t-il pas à une autre. Par ainsi, je lui cède mon droit de nommer l'aîné des fils de mon aîné fils, si tant est qu'un père cède une chose en la faisant passer à son fils, car ce sera moi encore qui le nommerai. Je prie donc mon fils aîné
de ce moment homme et père comme moi, de m'accorder cette satisfaction. Oh, mon père, a dit Pierre, c'est vous qui nommez mon fils, puisque vous ordonnez de le nommer à mon frère, et il aura 2 parrains au lieu d'1. On a donc mandé Edmond très vivement, et dès qu'il a été arrivé, tout s'est préparé pour le baptême, et notre père a voulu que Christine tînt l'enfant avec Edmond pour et au nom de mademoiselle Fanchette. Et pour ce, il en a été lui-même demander l'aveu à monsieur C, père de la demoiselle, qu'il a gracieusement accordé. Et c'est par cette raison que madame Parangon a reçu la lettre de demande après la chose faite. À son retour de V, où il a été seul, on a porté l'enfant à l'église, Edmond et Christine marchant de chaque côté de la sage-femme, et notre père et notre mère derrière chacun d'eux. Et quand on a été au fond, le pasteur qu'on a prévenu a dit que rien n'empêchait que les 4 chères personnes ne fussent parrain et marraine en même temps, ce qui a fait que tous 4 ont répondu pour l'enfant, notre père tenant la main d'Edmond comme pour ne faire qu'un avec lui, et notre bonne mère, celle de Christine, et notre bon père, au moment où le prêtre faisait faire le renoncement à Satan, a répondu rayonnant de majesté paternelle, j'y renonce pour cet enfant et pour ce cher fils qui répond aussi pour lui, et fasse le ciel que les manques de l'un ou de l'autre retombent plutôt sur ma tête que sur la leur, car je suis leur père. Quand la cérémonie a été achevée, notre père a fait passer tout le monde devers la tombe de son père qui est près de la porte des épousailles, et Là, il s'est arrêté sans prononcer une parole haute, mais remuant les lèvres et jetant de temps en temps vers le ciel ses yeux d'où coulaient des larmes en abondance. Notre bonne mère, elle, était à genoux, et elle a posé l'enfant sur sa tombe, ce qui a paru faire plaisir à notre père, car il a dit tout haut: « Il vous a aimé et honoré comme jamais honore Fanchon-Berthier, et il m'est ensuite agréable qu'il reçoive de vous notre petit-fils. » Ensuite, on est revenu avec monsieur le curé qui a soupé chez nous dans ma chambre, car je me portais assez bien pour cela, et la conversation a roulé sur Paris et sur vous, ma chère sœur. Mais moi, qui en savais le plus, je ne disais rien. Et monsieur le curé, qui a été charmé du raisonnement d'Edmond qui parlait si bien, que j'en étais émerveillée. Oh, il est tout aimable et il a je ne sais combien d'esprit, et si vous étiez ici, il m'est avis que j'aurais autant de plaisir à vous entendre, et il faut dire que si les villes n'avaient aucun péril, ce serait une belle et bonne chose. On a aussi parlé de madame de Paragon, avec le respect qui lui est dû, et de mademoiselle Fanchette. Ce doux nom a fait briller la joie sur le visage de notre bonne mère. Et notre père paraissait dans une ivresse de joie, mais on n'a pas lâché un mot, quoiqu'il n'y eût là d'étranger que le pasteur qui doit ne l'être pas. Voilà, ma chère bonne amie, le récit de tout ce qui s'est passé à cette occasion. Présentez, je vous prie, après mes respects à madame Parangon, mes tendres amitiés à ma chère petite commère, et dites-lui que le premier moment où je la verrai sera le plus glorieux de ma vie. Pour madame Parangon, elle sait bien que mon cœur est à elle comme à vous, ma chère sœur, et qu'il y sera toujours. Lettre 19. Ursule à Fanchon. 8 mars. Bon, elle continue à lui rendre compte de toute sa conduite, qui marque bien de la coquetterie. Comme je ne fais guère mes lettres qu'en cachette, ma chère sœur, afin de pouvoir parler plus librement, j'écris par petits intervalles. Et il n'est pas dit que tu auras cette lettre à 3 jours de la date, comme cela pourrait être si je la finissais aujourd'hui. Je t'accuse d'abord la réception de la lettre que m'écrivit mon frère. Elle est fort courte et je te la copie. Lettre d'Edmond. Je pars pour S, ma bonne amie, sur une lettre du cher aîné qui me mande l'heureux accouchement de son épouse. Notre sœur aussi tendre que si elle était du même sang. Je craignais ce moment. On craint toujours pour ce qu'on chérit. Et c'est doublement que j'aime Fanchon-Berthier pour elle-même et à cause de mon frère, qui sentirait beaucoup plus qu'elle tout ce qui pourrait arriver de mal à son aimable moitié. Ainsi réjouis-toi avec nous, chère sœurette, de ce qu'elle va bien, représente-toi la joie qu'on doit avoir eue chez nous à la venue de ce nouveau-né, issu de 2 personnes si méritantes, si chéries et si dignes de l'être. Je ne t'en manquerai pas davantage à ce sujet, car je pars, je ne fermerai pas non plus ma lettre, sans dire un mot de notre déesse et de sa charmante sœur,
La première a sur moi des droits inaliénables, ils sont étayés par tout ce qui peut les éterniser, et quant à la seconde, elle m'occupe déjà bien plus qu'on ne croit. Fais-leur ma cour à toutes les deux, surtout à l'aînée qui tient mon sort dans sa main et celui de ce que j'ai de plus cher de ma sœur. Adieu, bonne amie, je pars et je serai chez nous auprès de nos chers parents demain à 2h30. C'est l'heure où tu recevras ma lettre et sûrement je leur parlerai de toi et de ce que je te dis ici en finissant. Il n'y a qu'amitié, tendresse, bonne intelligence dans la famille où tu es entrée et que tu rends aujourd'hui si heureuse, cher Fanchon. Je suis sûre que tous nos frères et sœurs écriraient à ton sujet comme Edmond vient d'écrire là, s'ils étaient à même de le faire. Je vais à présent te parler de la lettre de notre respectable et digne père à Madame Parangon au sujet de Mademoiselle Fanchette. Je crois que tu l'as vue, mais dans le doute, je te l'avais copiée comme celle de mon frère. Madame, cette-ci est pour avoir l'honneur de vous demander une grâce, mais déjà octroyée par votre respectable père, mon digne ami, chez lequel je me suis transportée le jour même de la naissance de l'enfant dont est accouchée ma bru, femme de mon fils aîné, à celle fin de faire présenter Mademoiselle Fanchette, votre aimable sœur, comme marraine du dit enfant par Christine, l'une de mes filles. J'espère, madame, obtenir de vous-même agrément, ainsi que de mademoiselle votre sœur, vous suppliant de me faire un mot de votre main qui m'autorise à me glorifier de votre consentement à toutes deux. Je ne traite point d'autre manière dans cette lettre, madame, celle-ci étant assez importante pour la remplir seule, si ce n'est pourtant que je vous fais de mes très humbles remerciements de vos incomparables bontés pour ma fille que vous avez par devers vous. Agréez-les, je vous en supplie, madame, à raison de leur parfaite humilité et du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, madame, votre très humble, très obéissant et très obligé serviteur. Madame Parangon, dès qu'elle eut achevé de lire cette lettre, vint à nous, la joie dans les yeux, et demanda l'agrément de sa jeune sœur qui le donna de la manière la plus obligeante, demandant même s'il fallait partir. Sa sœur l'embrassa en souriant et me dit de rendre témoignage des dispositions de sa sœur Fanchette. Et elles se félicitèrent toutes deux de ce que tu portais le même nom que ta petite commère. Ce qui fait qu'elles espèrent que vous aurez fait appeler l'enfant Edmond François. Madame Parangon mit aussitôt la main à la plume pour écrire ce que voici. Mais il faut te prévenir que la lettre que vous avez reçue n'est pas la moitié de ce qu'elle avait écrit. C'est pourquoi je vais te la remettre ici en entier, car elle m'en a laissé le brouillon. Réponse de Madame Parangon au père... C'est avec un vrai plaisir, monsieur, que ma sœur et moi, nous acceptons l'honneur que vous nous avez fait à toutes deux dans une cérémonie aussi auguste que celle du baptême de l'aîné de votre premier fils. Vous avez bien voulu vous relâcher de votre droit en faveur du second, qui pourrait être loin de vous lorsque son tour serait venu, et vous avez pensé que personne ne pouvait être plus zélé pour vous, après lui, que ma sœur et moi. Vous nous avez rendu justice, monsieur, et vous en verriez la preuve si nous avions le plaisir d'être auprès de vous. En effet, qui peut s'intéresser davantage à vous qu'à Edmond? À Edmond, à toute votre chère famille, qu'une femme qui se propose d'y placer sa sœur et de devenir elle-même la sœur d'un de vos enfants et par lui de toutes les autres. Oui, mon cher monsieur. Vous que j'honore et comme un digne vieillard et comme un excellent père et comme l'ami du mien, le plus doux de mes voeux, celui que j'avais déjà exprimé à Edmond avant son mariage avec ma cousine, c'est de lui donner dans ma sœur une autre moi-même, de nous unir par là et de serrer des nœuds qui durent autant que notre vie. Rien ne pourra les briser et l'intérêt, ce bout de feu des sociétés humaines, n'aura aucun pouvoir sur la nôtre. La fortune de ma sœur sera la mienne et tout ce que je possède, je n'aurai de plaisir à le conserver que pour elle. C'est un engagement que je suis bien aise de prendre avec vous par cette lettre, dans une occasion où de vous-même, vous avez cherché à établir quelques rapports entre ma sœur et votre fils Edmond. Je suis charmée d'avoir occasion de vous avouer que ces rapports sont réels, qu'ils existaient déjà et qu'ils sont mon ouvrage. Le temps où ils seront absolument réalisés n'arrivera jamais assez tôt. Au gré de mes désirs, soyez-en sûr, mon cher monsieur. Fanchette et moi, nous sommes dans les mêmes sentiments, j'ai souvent occasion de m'en assurer. Votre aimable fille, ma chère et constante amie Ursule, en est le témoin irréprochable.
C'est avec ces sentiments que je suis et serai toute ma vie, monsieur, votre aimable serviteur, etc. Voilà tout ce que renfermait la lettre écrite dans le premier mouvement de joie, mais ensuite Madame Parangon, sans changer d'avis, l'a trouvée trop expressive, c'est ce qu'elle m'a dit à moi-même. Tu vois, chère sœur, que tous nos projets de bonheur ne sont pas des chimères, car Mademoiselle Fanchette est un excellent parti, Madame Parangon n'ayant pas d'enfant, outre qu'elle est riche de sa seule portion. 10 mars. Je te sers à ton goût, je le sais, ma chère sœur, par la manière dont je t'ai écrit avant-hier. Parlant d'abord des choses que tu as plus envie de savoir et passant après aux compliments qui t'intéressent moins, je le sais. Reçois pourtant ce que je te fais. Ils le méritent par le cœur dont ils partent et je suis d'une joie inconcevable depuis que ta lettre chère ne me laisse aucun doute sur le bonheur de ton mari et sur ta santé. Tout ce qui m'approche et tout ce qui a rapport à moi s'en est aperçu. J'ai été plus résignée avec Madame Canon, plus tendre avec ma protectrice, plus gaie, plus folle avec Mademoiselle Fanchette et plus humaine envers mes adorateurs, car j'en ai toujours et ils ne font qu'accroître. Mais ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'on s'adresse aussi à mes 2 compagnes, car Fanchette grandit beaucoup et se forme très vite. Je vais t'amuser de tout cela. Avec toi, je suis sincère et sans aucune réserve. Au lieu que je ne crois pas qu'il faille tout dire à Edmond, c'est un homme, quoique mon frère. Mes 3 ou 4 amoureux me donnent toujours des lettres. Et celui qui devait mourir de désespoir se porte à merveille. C'est que, dans ma joie, il m'est arrivé un jour de lui sourire. Ce qui lui a fait tant de plaisir que depuis ce moment-là, il a un teint charmant. Je t'avouerai qu'auparavant, il était fort pâle et il est à croire qu'il était fort tourmenté. Bon, cela peut arriver et je n'y vois rien d'extraordinaire. Mais ce qui doit le contrarier, c'est qu'avec Madame Parangon, qui est moins économe que sa tante, nous ne sortons plus qu'en voiture. Je crois pourtant en deviner la raison. C'est qu'on la courtise aussi, elle. Et elle m'a bien caché qu'elle eut des adorateurs, et si je le sais, je t'en parlerai tout à l'heure. Elle prend le bon moyen pour ne pas les entendre, ni non plus recevoir leurs billets. Mon pauvre page, que nos sorties en carrosse contrarient, met son esprit à la torture pour me parler ou me faire parvenir ses lettres, et il y réussit parce que j'y aide un peu. D'ailleurs, nous sortons et rentrons toujours aux mêmes heures. Il se trouve à la porte, il me dit un mot ou me glisse son poulet sans pourtant que je le prenne. Je n'entends plus parler de mon vieillard. Mon prometteur de richesse, c'est le financier qui m'avait écrit qu'il se retirait. Mais il ne se retire pas. Il est parvenu hier jusqu'à Madame Canon et, dans un discours fort long et fort amphigorique, à ce qu'elle a dit à Madame Parangon, il lui a fait des propositions de mariage pour moi assez embrouillées. S'il ne s'est pas clairement expliqué, que demandait-il? Au reste, je n'en suis pas fâchée, et je m'en tiens à celui que tu sais. Quant à mon premier adorateur, qui est cet homme de haute condition, celui-là ne parle pas de mariage, mais d'amour, de la plus drôle de manière du monde. Il se nomme le marquis de blablabla. Il n'est ni beau ni laid de figure, malgré qu'il soit un peu marqué au B à une épaule. Mais on déguise cette tache qui paraît néanmoins en dépit des vestes matelassées. Il continue à me parler, donc, de ses moyens plus efficaces, mais qu'il les emploie. Et ce qu'il y a de singulier, c'est que personne ne se doute ici de tout cela. Quant à moi, je m'en amuse, parce qu'en vérité, il n'y a pas l'ombre du danger pour mon cœur. Cependant, quand je ne saurai plus espérer d'avoir ici une de mes sœurs, je vais cesser de prendre part à tout cet enfantillage. Ce qui m'a fait rire et ne m'a pas surprise, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, que Madame Parangon ait sa part de ces hommages, car si j'en crois sa conduite, on s'est expliqué avec elle beaucoup plus clairement de bouche que par écrit.
Ce n'est pourtant pas l'air de Madame Canon qui fait qu'on se frotte aux personnes qui paraissent sous sa garde, car elle a l'encolure d'un vrai cerbère. Comme tu ne sais pas ce que c'est, bon, je te l'explique. Cerbère est le chien qui garde la porte des enfers chez les païens. Donc, elle a la tête d'un vrai cerbère, mais avec son air rébarbatif, elle a quelque chose de si comique dans sa mise et dans sa figure que je pense qu'on la prend pour une folle. Avec cela, dès qu'on nous regarde et qu'elle s'en aperçoit, elle lance un coup d'œil hagard qui fait rire, car je vois qu'on éclate. Je vais te copier une des lettres qu'a reçue Madame Parangon et qu'on lui a mise dans le coqueluchon de son manteau, un jour que nous entrions fort pressés à Saint-Eustache. Je fus la seule qui m'en aperçut. Je ne voulus rien dire et, le billet étant tombé à l'église, je le ramassai, me proposant de lui remettre à notre retour comme un papier qui lui appartenait. Mais il arriva que nous rentrâmes seuls, Mademoiselle Fanchette et moi, Madame Parangon et Madame Canon, après nous avoir descendus à l'air à quelques affaires. Je ne pus résister à la tentation de le lire. Je m'enfermai seule, et comme le billet n'était pas cacheté, mais plié comme un papier d'affaires, je l'ouvris sans conséquence, et voici le contenu. Je ne sais, ma belle, ni qui vous êtes, ni l'état de votre fortune, mais je pense que qui que vous soyez, et quel que soit l'état de vos affaires, vous ne serez pas fâché qu'un honnête homme vous propose 40 000 livres de rente. Voilà mon premier mot. Il est clair, élégant, sonore et de la meilleure prose possible. Cette proposition est à réaliser, selon ce que vous serez, car je le répète, je n'ai pas l'avantage, fort désiré, de vous connaître. Si par hasard vous êtes une femme galante, je vous avouerai, et vous aurez une maison montée. Si vous êtes décente, tout se fera en secret. Si vous êtes honnête dans toute la rigueur du terme, vous êtes assez belle pour que je fasse la folie de vous épouser, car sans vous fâcher, ma belle, le mariage est toujours une folie. Mais vous êtes si aimable que, du moins, avec vous, la folie serait gaie. Je vous parle franc parce que je suis vraie et tout rond dans mes manières. Que mon ton ne vous fâche ni ne vous révolte, je suis homme à vous adorer prude si vous l'êtes, tout comme à en agir sans façon si vous ne l'êtes pas. Tout ce que je vous marque est conditionnel, hors mon amour qui est réel, dans quelque passe que vous soyez, et à parler sincèrement, de toutes les passes, c'est la dernière des 3 que j'ai citées que je préférerais avec vous. Oubliez donc tout ce qui ne vous regarde pas pour ne vous souvenir que de ce qui a rapport à ce que vous êtes en effet. Je suis tout à vous, ou passionnément respectueux, ou passionnément amoureux, ou passionnément généreux. Votre très humble et très obéissant serviteur. Après avoir lu ce singulier billet, je le repliai, j'attendis le retour de Madame Parangon, et lorsqu'elle eut ôté son manteau, je glissai adroitement le billet dans le coqueluchon. Au premier moment où je me trouvais seule avec elle, je lui dis que je croyais avoir vu mettre un papier dans son manteau lorsque nous entrions dans l'église. Elle rougit et alla le prendre. Ce billet tomba, elle le lut tout bas, le serra et me dit « C'est une folie comme on en écrit ici à toutes les femmes lorsqu'elles ont le malheur de trouver un impudent en leur chemin. Cela n'est pas digne de t'être montré, sans quoi je te lirai cette lettre dont l'auteur m'est parfaitement inconnu. » Depuis ce moment, il est beaucoup plus difficile d'aborder aucune de nous. Enfin, Mademoiselle Fanchette a aussi un adorateur ou deux. Bon, ce sont des vieillards chancelants. Ils n'ont pas écrit, mais tous deux ont parlé, je crois, à Madame Canon, à ce que j'ai pu deviner. J'étais à portée d'entendre la conversation du premier qui s'est présenté un matin, précisément le lendemain d'un jour où un grand échalas, un peu recourbé par le haut et dont le nez ne ressemblait pas mal à un été noir, avait parlé à ma jeune compagne durant une partie de chalut. Il est entré et il a dit... Et voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc La paysanne pervertie ou les dangers de la ville. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente nuit si vous vous couchez, faites de beaux rêves et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!